Je vous remercie infiniment de m'avoir invité à donner cette conférence à la bibliothèque de l'Alcazar dans le cadre de ce cycle. Et ben voilà, je vais vous parler des droits des peuples autochtones. Juste pour compléter la présentation de Bernadette, en fait, ces deux livres font partie d'une collection que j'ai plutôt coordonnée que écrit personnellement. C'est le recueil de beaucoup d'auteurs qui sont compétents sur les questions autochtones. Je travaille à l'échelle du monde, donc c'est important d'avoir des collaborations avec des spécialistes dans les différents pays. Et donc le premier du genre, ça s'appelle Peuples autochtones du monde, les défis, les enjeux de la reconnaissance. Le deuxième, c'était terre, territoire et ressources. Alors, le premier, c'est important parce que ça permet de comprendre qui sont les peuples autochtones, parce que ça se décline de manière différente selon qu'on est dans les Amériques, en Afrique, en Asie ou en Australie. Et il y a des manières différentes de les dire, il y a des situations politiques qui sont distinctes. Et là, on va se concentrer principalement sur les Amériques. Et vous verrez que même à l'intérieur des Amériques, il y a des situations politiques et juridiques distinctes. Le deuxième, c'est terre, territoire et ressources, des droits pratiques et politiques des peuples autochtones, et qui concentre sur la problématique du territoire et pour quelles raisons il y a un triptyque qui a émergé dans le cadre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, un triptyque qui prend cette forme-là, terre, territoire et ressources. Terre parce qu'il y a une question de possession de la terre qui divise les autochtones et les possessions depuis les possédants, les dominants depuis le début des conquêtes. Territoire parce que ça s'entend très largement. Leur rapport n'est pas un titre de propriété sur un polygone carré, mais c'est un ensemble de relations qui se nouent à l'intérieur d'un espace plus vaste que ce titre de propriété. Et ressources naturelles, parce que c'est un enjeu très fort à la fois pour que les autochtones aient des ressources pour pouvoir vivre et tirent subsistance de leur territoire, et parce que aujourd'hui, l'exploitation des ressources naturelles est le plus gros problème auquel sont confrontées les sociétés autochtones, du fait que leurs territoires ont été relativement moins atteints ils ont été repoussés. Ceux sur lesquels ils sont maintenant sont les dernières lignes, les derniers fronts de colonisation, notamment minières. Et puis ensuite, il y en a un autre qui est le fruit d'une conférence également sur les questions d'éducation, éducation autochtone, quelle éducation pour les peuples autochtones, éducation formelle, éducation différenciée. Ça, c'est un aspect important aussi parce que les politiques publiques ont été des politiques, disons, d'assimilation, faire que les autochtones deviennent un peu comme lambda, citoyens lambda du pays machin. Et du coup, ça pose un énorme problème parce que ça leur fait perdre leur spécificité, leur langage, leur culture, leur dignité, leur estime de soi. Et voilà, donc là, on a toute une collection de ces livres qui sont donc les fruits d'une entreprise collective. Alors sans plus tarder, je voudrais vous introduire finalement à cette scène des Nations Unies que vous avez à l'écran. Et vous avez à l'écran, on est dans la salle de l'Assemblée générale des Nations Unies et les autochtones sont arrivés, disons, à avoir une instance permanente qui se réunit régulièrement à New York dans cette salle et dans d'autres salles, évidemment, depuis l'année 2000-2001. Avant, ils se réunissaient dans d'autres salles et c'était très important pour eux que de se retrouver dans la salle des Nations Unies, de l'Assemblée générale. Je vous expliquerai un petit peu plus tout à l'heure. Mais surtout, ce que je voudrais, c'est que vous regardiez un petit peu le personnage qui est à la fois à la tribune et réfléchi dans les deux écrans en hauteur. C'est le Todo Dao Sidney Hill. Il est disons, le leader spirituel ou chef spirituel, disons, de la nation Onondaga à l'intérieur d'une confédération des 6 nations iroquoiennes qui a le nom de Haudenosaunee. Et il prend la parole pour ouvrir le cycle de conférences annuelles aux Nations Unies. Il y a 15 jours de conférences annuelles sur les questions autochtones et il prend la parole pour une oraison de manière à attirer, disons, à convoquer les esprits pour pouvoir faire que ces discussions soient profitables à tous. Et il le fait dans sa propre langue. Au début, ce n'était que dans sa propre langue. Maintenant, il remet le texte avec traduction en anglais. Donc, du coup, on peut entendre aussi les traductions. Ça prend un certain temps. Et c'est lui qui le fait parce que le territoire, le siège des Nations Unies est sur le territoire Onondaga, et en particulier de la Confédération Haudenosaunee, qui va de l'État de New York jusqu'à à peu près une ligne que vous pouvez tracer au-dessus de Montréal. Donc c'est un territoire très, très, très important. Donc, sans plus tarder, je vais aborder la question de
comment ils ont réussi à arriver aux Nations Unies. Et vous avez en haut à droite le chef d'ESCAE, qui donc lui aussi était le chef Haudenosaunee des Six Nations, et il est arrivé à la Société des Nations, qui a été créée juste après la Première Guerre mondiale, en disant nous sommes une nation. D'ailleurs, je suis même le chef de 6 nations et je souhaiterais que nous soyons reconnus et admis dans le concert des États qui sont ici réunis. Il a fait un an de démarchage à Genève, et il a rencontré beaucoup de monde. Il a fait des efforts, il a déployé des efforts diplomatiques remarquables, et il a été bloqué par la couronne britannique et par le Canada, qui ne souhaitait absolument pas que des Indiens, qui à l'époque étaient considérés comme des sauvages. Il y avait une loi sur les sauvages, et il y a une manière de dire les Indiens au Canada et au Québec en particulier qui est en train de changer aujourd'hui, mais pendant très longtemps, quand j'ai commencé mes études, on entendait encore cette expression de maudits sauvages. Donc ça vous montre effectivement l'écart important qu'il y a entre ces peuples et leur organisation, et les États et leurs organisations internationales. Et puis en 1925, il y a un autre autochtone, un leader spirituel cette fois-ci, qui était donc de l'origine maori, de Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande qui aujourd'hui est un État binational, donc on dit Aotearoa, Nouvelle-Zélande. C'est un État donc binational avec 2 langues, le maori et l'anglais. Et cette transformation s'est réalisée après 1975, après beaucoup de mouvements. Donc lui, il est allé voir le roi George à Londres, en lui disant la même chose: nous sommes des nations, il faut nous reconnaître, arrêter de prendre nos territoires, enfin tout ce que vous pouvez imaginer dans l'ensemble des revendications. Et il n'a pas été reçu, il a été bloqué. Donc dans les années 20, donc c'est blocage. Et puis il se passe beaucoup d'événements sur lesquels que je ne vais pas développer, mais dans le mouvement, disons, des droits civiques aux États-Unis, dans les années 60, commence à se former donc le mouvement des droits civiques, qui se forme autour de la mobilisation du Black Power. Et donc va émerger ensuite le Red Power. Et le Red Power, donc le pouvoir des peaux rouges, si vous voulez, comme on a pu les dénommer à un moment donné, a pris configuration dans des mouvements sur lesquels je reviendrai un tout petit peu après, et qui à un moment donné a démarché. On fait des alliances avec des organisations non gouvernementales de droits humains, et ce sont des organisations non gouvernementales de droits humains spécialisées sur les questions autochtones qui ont pris le relais, qui ont réussi à forger quelque chose, de manière à ce qu'ils arrivent aux Nations Unies en 1977. Il y a eu 3 conférences sur le racisme et la discrimination, sur la terre et sur la marginalisation. Et de ces 3 conférences a émergé l'idée de ce qu'il fallait faire un groupe de travail spécialisé aux Nations Unies sur les questions autochtones. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans ces présentations-là. On pourrait prendre des questions et répondre plus tard. Mais ce qui est important, c'est de remarquer que la première arrivée finalement au Palais des Nations à Genève, à côté de lieux où se réunissent les États, se produit en 77. Et puis, en 82, est créé le groupe de travail sur les populations autochtones, qui commence à réfléchir d'abord à entendre les témoignages des autochtones qui participent à ce cadre de travail. Et donc, ils témoignent de leur marginalisation, ils témoignent de leur situation de spoliation, de leur déplacement forcé. Enfin, ils donnent vraiment. Et puis, peu à peu, va se greffer des autochtones du monde entier. Vous verrez à l'instant une carte, et progressivement se met en place un groupe de travail qui va réfléchir à la fabrication de normes de droits humains susceptibles de protéger ces peuples. Les droits humains fondamentaux sont régis par la Déclaration puis la Convention sur les droits de l'homme de 1948, mais ce sont essentiellement des droits individuels de la personne. Et eux, on ne les respectait pas, ces droits individuels de la personne, et on ne les respectait pas en tant que peuple, en tant que groupe, en tant que collectif. Et donc, ils ont démarché pour obtenir et fabriquer finalement ces droits collectifs à l'intérieur de cet objet qui s'appelle la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Et ils ont commencé à former, ce sur quoi j'ai travaillé et publié, une voix collective. Alors il faut imaginer que les peuples autochtones représentent 390 millions de personnes actuellement sur 90 pays, sur tous les continents. Et là, nous avons mis
En gros, vous voyez, il y a des autochtones partout. Mais ils ne sont pas, disons, hégémoniques sur les territoires des États et leur densité démographique varie évidemment. Donc on a des problèmes de cartographie sur lesquels je reviendrai après. Ce qui est intéressant pour vous de savoir à ce stade, c'est qu'il n'y a pas de définition substantielle des peuples autochtones. Il n'y a pas une définition, un corps de sexe qui dit l'autochtone, c'est ça et c'est ça et c'est ça. Ils ont refusé. Les États voulaient avoir une définition substantielle. Les États voulaient également avoir une liste des peuples autochtones. Mais effectivement, l'entreprise est en quelque sorte impossible et les autochtones ont bloqué. Ils participaient à la négociation. Donc c'était important pour eux que de pouvoir dire que finalement, il n'y a pas moyen de définir. Est-ce qu'il y a moyen de définir ce qu'est un Français facilement, simplement, en quelques lignes? Il n'y a pas de définition de peuple en droit international. Donc il n'y a pas besoin de définition de peuple autochtone en droit international non plus. Et donc c'est l'argument de l'autodétermination et de l'autodéfinition qui va prévaloir, à savoir je me reconnais comme autochtone et vous me reconnaissez comme autochtone. Et c'est dans cet accord-là que va se faire la compréhension de qui sont les autochtones. Donc dans 90 États qui sont concernés par cette présence autochtone, y compris la France, à travers la Guyane française, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie en particulier. Et je reviendrai après sur les Amériques, puisque le corps de cette conférence portera sur les Amériques. Ce qui est important également, c'est que nous avons une tension entre la manière de nommer ces groupes-là, peuples autochtones, à l'international, que l'on va dire pueblos indígenas, povos indígenas en espagnol et en portugais, indigenous peoples en anglais, peuples en petit nombre en russe, et en chinois, on va appeler ça des minorités nationalitaires. En arabe, je ne peux pas vous dire, mais ce sont les 6 langues officielles des Nations Unies. Et on ne dit pas peuple indigène en français, parce que les autochtones qui ont participé de ce mouvement-là depuis les années 80 ont refusé que leur soit appliqué le statut de l'indigénat qui était propre à la colonisation française et qui réservait des droits de seconde catégorie à ces peuples colonisés. Donc, quand on pense à l'émancipation des peuples et quand on pense en termes de droits, on reprend le vocable peuples autochtones, même si la définition autochtone peut être discutée. Qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça renvoie et pourquoi? J'ai écrit plein de choses là-dessus, notamment le premier bouquin, mais aussi un article qui pourrait vous intéresser dans espacetemps.net sur qu'est-ce que c'est qu'autochtone, notamment parce qu'il y a une inversion entre la valeur grecque du terme autochtone, qui réservait les droits à ceux qui étaient sur place et qui déniait les droits à ceux qui étaient étrangers, alors que là, c'était l'inverse. Avec les peuples autochtones, c'est l'inverse qui se produit. Les autochtones étaient privés de droits et donc demandent des droits. Aujourd'hui, donc ils participent aux Nations Unies, ce sont des milliers de personnes qui viennent discuter et ils sont dans des instances de représentation à travers les 7 régions socioculturelles qui sont annoncées là et qui ont été le fruit finalement de leur activisme pour contrer finalement le cadre qui est posé de l'autre côté sur les 5 groupes d'États. Aux Nations Unies, dans le secteur des droits humains, où se trouve ce genre de négociation, il y a 5 groupes d'États qui sont l'Afrique, l'Amérique du Sud et des Caraïbes, l'Asie, et puis l'Europe de l'Ouest et Premier Monde, et l'Europe de l'Ouest et l'ex-URSS. Donc là, vous voyez, quand je distingue ces 2 Europes et ces 2 blocs, qu'on est encore dans la guerre froide. Hein. Et les autochtones ont dit, mais ça ne nous correspond pas, nous, on n'a pas besoin de ça, ça correspond à rien du tout. Et ils ont introduit 2 régions supplémentaires, que sont notamment l'Arctique, que vous voyez tout à fait en haut en gris dans la carte, et le Pacifique, l'Océanie Pacifique, puisque ce sont des lieux dans lesquels il y a beaucoup d'autochtones. Et la Nouvelle-Zélande comme l'Australie, dans le cœur des États, dans les blocs d'États, font partie de l'Europe de l'Ouest et des premiers mondes. Voyez, donc là, il y avait comme un décalage et ils ont réussi par leurs négociations à obtenir ce type de représentation, même s'il est extrêmement difficile d'imaginer 1 ou 2 ou 3 organisations autochtones qui représenteraient l'intégralité des peuples d'Amérique, du Nord, du Centre et du Sud, ou d'Afrique, ou d'Asie, etc. Donc il y a des enjeux très forts dont j'aborde effectivement la problématique à l'intérieur de cet ouvrage-là, sur la question de la participation aux affaires qui les concernent. Je ne vais pas m'attarder ici sur ces points-là, mais ce qui est important aussi, c'est de remarquer que dans cette problématique de qui sont les autochtones, où sont les autochtones, comment va-t-on les reconnaître, il y a la problématique des noms. Et pendant très longtemps,
on a donné aux autochtones des noms très fantaisistes. Le nom du colonisateur qui arrive, qui entend un truc et puis qui dit, voilà, il s'appelle comme ça. Moi, j'ai travaillé longtemps en Amazonie péruvienne et quand je suis arrivée, j'ai passé 4 ans en Amazonie péruvienne et quand je suis arrivée chez les Maïhuna, ils s'appelaient orejones parce qu'ils portaient des grands ornements d'oreilles, donc ça voulait dire grandes oreilles, ou alors ils s'appelaient koto, ils étaient appelés Koto, du nom du singe hurleur, parce qu'ils étaient disons, nus avec des peintures rouges et que le singe hurleur a un poil fauve. Donc, du coup, il y avait cette espèce de... Et quand je suis allée faire mon terrain, ben, je pose des questions et à un moment donné, on me dit, bon, ben, on va aller voir les orejones. Et alors, je dis, mais chez qui je suis, etc. Ben non, ben, c'était effectivement ceux qui avaient des grandes oreilles. Et c'est avec ce travail des grandes oreilles, d'autres n'avaient plus les grandes oreilles parce que dans la colonisation, dans la période de colonisation début du 19e siècle, ça a duré jusqu'en 1930, il y a eu l'exploitation du caoutchouc et massacre des Maïhuna en particulier, mais d'autres Indiens aussi, qui ont été réduits à 10% de leur population. Et ce que me racontent les Maïhuna, bah les contremaîtres, hein, ceux qui les organisaient pour aller chercher le caoutchouc dans la forêt, c'était un travail extrêmement pénible, bah, s'amusaient à leur couper les oreilles pour les civiliser. Donc il y a des grandes oreilles qui existent par rituel jusque dans les années 80, et ensuite il n'y a plus de Maïhuna avec grandes oreilles. Ils reprennent leur propre nom qui veut dire nous les êtres humains. Maïhuna. Runa, c'est le collectif. Donc cet enjeu des noms est très important et souvent vous verrez dire par exemple Jivaro, alors que maintenant il s'appelle Ashwar. Tous les peuples sont en train de récupérer leurs ethnonymes, ce qu'on appelle leurs ethnonymes, c'est-à-dire leur manière propre de se nommer. Alors qu'ils avaient finalement, on a considéré pendant longtemps des ethnonymes qui étaient en fait des exonymes, c'est-à-dire des noms donnés par d'autres. Et tout ceci va jouer beaucoup dans la manière dont ces peuples sont connus, et ça va de pair avec l'idée de ce que ce sont des peuples organisés, et donc il faut reconnaître aussi leurs institutions, leurs modalités de vie collective, et ça va aller jusqu'à la problématique de la représentation. Alors, là encore, je vous donne une image pour vous brosser un peu un panorama général. La Déclaration des Nations Unies a été adoptée en 2007, après 25 ans de négociations, donc ça a duré très longtemps. Mais finalement, c'est un outil extrêmement important, donc qui en gros, rapatrie dans un seul bloc destiné aux peuples autochtones, qui sont explicitement nommés, un ensemble de droits humains qui sont dispersés dans différentes conventions, différents outils internationaux des droits humains. Et donc, ça va amener à formaliser un corpus de droits qui va être le corpus des droits des peuples autochtones, qui va être différent finalement du corpus des droits des minorités. Et en quoi il est différent? Par le fait que les droits des minorités, d'abord, peuvent s'adresser à des minorités sexuelles, religieuses, nationales, et que ça s'adresse à des personnes qui appartiennent à des minorités. Alors que là, ce sont des peuples autochtones, donc c'est à la fois des individus et des collectifs autochtones. La déclaration va systématiquement mentionner ces deux niveaux et donc reconnaître des droits à des peuples, notamment ce qu'on appelle le droit à l'autodétermination, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et il a fallu 25 ans pour qu'ils puissent l'obtenir et qu'ils obtiennent, par exemple, simplement ce droit qui est consacré par deux outils qui s'appellent le Pacte international sur les droits civiques et politiques et le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui reconnaît aussi le droit des peuples à l'autodétermination. Et donc, ils vont reprendre le même terme, au lieu de dire les peuples ont le droit à s'autodéterminer et déterminer leur stratégie de développement. Là, ils vont dire les peuples autochtones ont le droit à se déterminer, à s'autodéterminer et à développer leur stratégie de développement propre. Donc, vous voyez, ça amène la notion de souveraineté dans un ensemble de peuples qui étaient privés de toute souveraineté. On leur a piqué leur territoire. Je vous montrerai ça un peu plus tard avec les questions américaines. Et surtout, ils ont la personnalité juridique. Et reconnaître la personnalité juridique les rend capables de pouvoir agir en droit. Donc, ils peuvent rester en justice, ils peuvent se référer dans ces systèmes régionaux de droits humains en particulier. Et ça, c'est très important, puisque avant, ils n'avaient aucun droit.
Donc on passe de la situation de non-droit à une situation de droit. Et évidemment, tout n'est pas simple, hein, mais c'est quelque chose, c'est un outil en dynamique important à avoir. Et donc, cette déclaration comprend des droits civils et politiques, des droits culturels, des droits économiques et sociaux, des droits fonciers territoriaux, des droits individuels et des droits collectifs, pour faire rapidement. Et puis surtout, ce qui est important au cœur de cette déclaration, le projet, c'est de restaurer la justice sociale, la justice environnementale, de pouvoir effectivement poser la nature du rapport entre les peuples autochtones et leur territoire. Et le territoire, c'est pas simplement un polygone, une terre, un espace comme ça plat. Ça incorpore les airs, les eaux, la banquise, les glaces, etc., les rivières. Et c'est tous ces rapports-là qui sont extrêmement intéressants, qui donnent aujourd'hui lieu à des développements qu'on n'abordera pas ici dans cette conférence précisément, sur les droits, la personnalité juridique des éléments de la nature, que l'on donne par exemple à une rivière pour la protéger contre la pollution et contre les barrages qui vont entraver son développement. Donc, je vous ai mis aussi sur la colonne de droite les différents organes onusiens qui sont chargés des questions autochtones. Ils sont assez nombreux maintenant, ce qui montre que quelque part, entre les années 78-80, lorsque les autochtones débarquent aux Nations Unies et aujourd'hui, ils sont passés d'une situation relativement périphérique dans le secteur des droits humains des Nations Unies à une situation presque plus centrale à l'intérieur des outils de la gouvernance mondiale. Et ça, c'est un changement qui est lié à cette démarche, à cet activisme, à cette reconnaissance comme acteur politique. Donc il y existe maintenant une instance permanente sur les questions autochtones qui se réunit à New York tous les ans sur une quinzaine de jours avec des mandats très précis et qui rend compte au Conseil économique et social et qui fait des recommandations aux États pour qu'ils transforment leur relation avec les peuples autochtones, qu'ils adoptent des lois qui permettent la mise en œuvre de cette déclaration. Il y a aussi le mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones qui, lui, fait partie c'est un des organes du Conseil des droits de l'homme et se réunit également tous les ans à Genève, celui-là, pour entendre le plus précisément les questions de violation et pour travailler sur des thèmes particuliers. Donc, les deux instances et le mécanisme d'experts font des rapports, mais le mécanisme d'experts fait en plus des études. Donc, études sur la justice, sur la participation, sur l'éducation, sur la santé, aujourd'hui, par exemple, le thème important qu'ils élaborent, c'est sur la question du business, des entreprises, comment pouvoir faire rentrer les entreprises qui sont aujourd'hui les plus alignées en termes de violation des droits humains dans le cadre du dialogue qui existe entre les États et les peuples autochtones. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle les comités des droits humains qui sont très nombreux, qui sont également à Genève dans le secteur des droits humains et qui portent sur les conventions. Donc, c'est la Convention pour l'élimination du racisme et de la discrimination, la Convention pour les droits de l'enfant, la Convention pour les droits des femmes, la Convention pour la lutte contre le changement climatique, la Convention 169. Et dans tous ces, à part la Convention 169 qui est précisément destinée aux peuples autochtones et qui a été largement ratifiée par les États américains, sud-américains, plutôt que par les Européens, les Asiatiques ou les Africains, et pas du tout par le Nord-Américain, ça détermine un certain nombre de droits et ça donne des outils. Une convention, elle est, comment dire, elle est obligatoire, son application est obligatoire pour les États qui la ratifient. Et donc, si il y a non-application de la convention, à ce moment-là, il y a sanction qui peut intervenir. Et ça, la différence entre une déclaration et une convention. Donc, il y a une force juridique contraignante à la convention qui n'existe pas dans la déclaration. Donc, la déclaration, c'est ce qu'on appelle un outil aspirational, symbolique, qui va essayer d'aller vers des changements, alors que la convention, c'est des points très, très précis. On pourrait y revenir si vous voulez. Donc là, je vais me centrer un petit peu plus précisément sur les Amériques, donc nord, centre et sud. Et donc, comme j'ai marqué au-dessus, on passe finalement du Red Power, donc l'American Indian Movement aux États-Unis. Vous avez peut-être entendu parler, voilà, Sitting Bull, Standing Rocks, Wounded Knee, tous ces lieux de massacre ont donné lieu à un mouvement. Ce mouvement s'est développé et
ça a été le point de départ des organisations nord-amérindiennes des États-Unis. Au Canada, il y a ce qu'on appelle la fraternité indienne qui s'est mise en place. Et puis, ils se sont rassemblés. Et puis, il y a eu des gens, voilà, dans le monde anglophone, il y a eu des aborigènes australiens qui ont entendu parler de ça, qui sont arrivés, qui se sont rejoints. Il y a eu des Samis du nord de l'Europe, de Scandinavie, Norvège, Finlande, Suède et une partie de la péninsule de Riga, de la Russie, qui sont samis et qui également parlent l'anglais, et ils se sont rapprochés. Et donc, ils ont formé à ce moment-là le Conseil mondial des peuples autochtones. Et ceux-là, ils ont commencé à réfléchir à comment faire pour sortir de cette situation de violation des droits humains systématique. Et ils ont commencé à poser des éléments, des principes qui ont été repris dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Et donc, là, on passe effectivement du Conseil des peuples autochtones, mondial aux peuples autochtones, à ces organes des Nations Unies, qui sont maintenant un peu le point focal central de toute la dynamique du mouvement international et qui s'appuient sur plein d'organisations dans tous les pays. La décennie des droits de l'homme, comme a dit Bertrand Badi, c'est aussi accompagné de l'émergence, de la floraison d'organisations non gouvernementales qui sont là pour appuyer dans différents genres. Hein. Il y a des organisations non gouvernementales de développement, d'éducation, etc., qui viennent là et qui participent en partie de ce mouvement des peuples autochtones. Alors, j'ai parlé là, je vous ai montré quelques images comme des petites vignettes comme ça pour attirer l'attention sur quelques problèmes principaux. Vous avez à gauche Rigoberta Menchú, qui a été à un moment donné prix Nobel de la paix pour le témoignage qu'elle a porté, notamment sur la dénonciation du génocide. Alors là encore, j'ai fait aussi un article récent sur les questions de génocide. On pourra en discuter si vous le souhaitez, mais là, on est au Guatemala, c'est après les accords de paix, et le génocide n'était pas encore reconnu lorsqu'elle a obtenu le prix Nobel de la paix. Il a été reconnu récemment, dans les années 2000. Et donc, voilà, il y avait un large conflit, des populations massacrées, et donc on parle de génocide. La situation en France, qui est un peu au milieu, vous avez là une interlocution, une situation d'interlocution entre le représentant permanent de la France à Genève et Brigitte Wingard, qui est une femme locoto de Guyane française. Et si j'ai mis rien à voir, c'est parce que quelque part, la France a beaucoup de mal à reconnaître les peuples autochtones. Elle accepte l'idée qu'il existe des populations autochtones. Par exemple, en Guyane française, il y a un gouvernement particulier en Polynésie qui s'appuie aussi sur la reconnaissance des us et coutumes de Maori, donc pas Maori, mais Maoi, qui sont de la même famille linguistique que les Maoris. Et puis, vous avez la Nouvelle-Calédonie qui a défrayé beaucoup la chronique. Et il y a eu les accords de Matignon, il y a eu les accords de Nouméa, il y a eu des conflits. Et après les conflits et ces accords, il y a eu l'introduction dans la Constitution française de la reconnaissance du peuple kanak, par l'intermédiaire de la reconnaissance de l'accord de Nouméa. Donc, la France est un seul peuple, et vous êtes peut-être au courant de comment ça bloque pour le peuple corse, le peuple basque, etc. Mais dans ce cas-là, c'est rentré, le peuple kanak est reconnu comme tel. D'ailleurs, c'est un peuple avec 28 langues, donc on peut tout de suite voir sur un tout petit territoire ce que cela représente. Mais en gros, rien à voir, c'est-à-dire que quelque part, la France ne veut pas reconnaître les problèmes des peuples autochtones. Elle n'appliquera pas sur son territoire la Déclaration des droits des peuples autochtones. Elle ne veut pas ratifier la Convention 169. Il n'existe qu'un seul territoire qui est métropolitain, national, etc. J'ai montré aussi à côté l'image des représentants canadiens et de la délégation arctique, parce que le gouvernement canadien a ceci de particulier qu'il y a un dialogue qui est établi avec les organisations représentatives, notamment l'Assemblée des Premières Nations canadienne, mais aussi l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, spécifiquement au Québec et au Labrador. Il y a donc du dialogue qui se produit à l'intérieur d'un espace très compliqué où le Canada est aujourd'hui, depuis le début des années 2000, en train d'essayer de repenser toute sa relation au peuple autochtone. Et la question des pensionnats, notamment, a été centrale dans cette problématique. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors ensuite, je vous ai mis 2-3 photos en bas sur la problématique des enjeux miniers
qui sont portés dans les Andes en particulier. Et puis, en Amazonie aussi, il y a les problèmes du pétrole, l'extraction de pétrole et de gaz. Le grand problème aujourd'hui se produit dans l'Amazonie brésilienne, avec effectivement l'attitude d'un président Bolsonaro qui a pour volonté explicite et déjà affirmée et mise en place, plus un centimètre de plus pour les Indiens. Il est hors de question de les laisser tranquilles. En revanche, on va couper la forêt amazonienne, on va faire du soja, on va faire de l'élevage de bétail, et tout ceci rend compte de l'articulation qu'il y a entre les luttes autochtones et les luttes environnementales à l'échelle à la fois locale et aussi à l'échelle de la planète, hein, puisque la question de la disparition de l'Amazonie commence à être posée maintenant. On atteint un point de non-retour à cause justement de la déforestation excessive. Alors, la photo que j'ai mis aussi en haut, là, à gauche, c'est le Conseil international des traités indiens qui fait des démarches depuis très longtemps, et est intéressant parce que c'est une organisation de traités indiens, mais qui a une vision très transnationale. Et donc, à l'intérieur de ce Conseil des traités indiens, il y a aussi des représentants d'autres pays, en particulier anglophones. Alors, un des gros problèmes qui est posé dans cet ensemble de situations, c'est comment localiser les autochtones. Les enjeux cartographiques sont extrêmement problématiques. D'abord parce que ce sont les États qui ont le monopole de la représentation cartographique et de la détermination des frontières. Si vous bougez un poil de la frontière entre deux États, vous avez un incident diplomatique. Donc, vous imaginez bien que représenter les territoires autochtones, c'est compliqué. Et d'ailleurs, c'est bien cela qui a bloqué les États longtemps sur la question de la reconnaissance de l'autodétermination des peuples autochtones, parce qu'ils ne voulaient pas avoir de sécession, ils ne voulaient pas avoir de remise en question de l'intégrité territoriale et de leur souveraineté politique. Donc, comment est-ce qu'on représente? Et comme vous le voyez sur la carte, vous avez des tas de superpositions. C'est pas très facile à lire, c'est pas très facile à comprendre non plus, mais c'est aussi... et vous avez des grands vides. Par exemple, il y a des endroits, comme le Brésil, où on n'a pas la cartographie précise des territoires reconnus aux peuples autochtones. Donc, on est dans une science en train de se faire pour pouvoir représenter les peuples, les territoires. Et donc, ces représentations-là, je prends le cas du Canada, elles vont être liées finalement à des histoires politiques qui sont aussi des histoires juridiques. Donc, juste pour prendre le cas du Canada, vous avez... dans le recensement de 2011, qui est le dernier disponible aujourd'hui, une population autochtone de 1,4 million, 1,5 million, elle est plutôt en croissance aujourd'hui. Ça représente à peu près un peu plus de 4% de la population totale, donc c'est 64% sont amérindiens, 30% sont métis et 4% sont inuits. Alors c'est ça, il faut que vous compreniez que la notion de peuple autochtone au Canada, donc Indigenous Peoples of Canada, ils disent aussi Aboriginal Peoples of Canada, se compose de ces trois entités qui sont les Premières Nations amérindiennes, les Inuits qui ne sont pas amérindiens et les Métis qui renvoient à un tout petit groupe de personnes particulières qui sont les fruits des alliances entre les premiers trappeurs français et blancs et les femmes amérindiennes de l'époque du 18e, milieu du 19e siècle. Et c'est pas tous les Métis, c'est pas tous les Métis, notamment issus de l'immigration de peuplement que le Canada déploie depuis très longtemps. Donc il existe à peu près 630 bandes qui sont, ça c'est le terme donné pour le gouvernement, qui sont donc reconnus par le Canada, avec qui il y a il y a du dialogue avec ces conseils de bandes. Et ce qui est intéressant aussi à constater, c'est que 90% de la population totale du Canada vit à 100 km de la frontière états-unienne. Et ceux qui vivent dans le Grand Nord, ce sont des territoires très peu peuplés, comme vous allez le voir tout à l'heure à propos du Nunavut. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vous avez la représentation là des traités par lesquels les autochtones ont été dépossédés de leur territoire. Donc ce sont des traités historiques, il y a eu 70 traités historiques qui ont été signés
sous la pression par la couronne en particulier, et ça va déterminer la légalité de ces territoires-là entre donc la signature ça se passe entre 1871 et 1921. Et puis il y a des traités numérotés. Puis vous voyez, le Québec n'a pas de traité. Donc la colonisation du Québec s'est produite sans aucun traité. Et en gros, ces traités visent à ouvrir effectivement l'ouest et le nord-ouest à la colonisation. Donc, c'est les traités numéro 1 à 7 et à l'exploitation des ressources naturelles qui sont les traités de 8 à 11. Je ne rentre pas dans les détails parce que sinon vous serez trop saturé. Déjà, ça va être beaucoup de chiffres et c'est que ça vous donne un peu une idée de la complexité. Avec le Québec, je vais vous donner un peu quelques noms. Voilà, vous avez donc les Premières Nations du Canada, donc y compris anglais, là, sont constituées au nord-ouest de ces autres groupes, et c'est des groupes linguistiques. Là, c'est pas des familles, c'est pas des individualités de peuples ou de communautés, mais c'est les Atapascans, les Slavis, les Tutchons, les Tlingit. Les Salish, la côte pacifique, vous savez, donc les Haïda, les Salish, les Kwakiutl, bon, je vais pas tous les lire, les Ninga, les Lichala, donc ce sont des noms propres, et vous allez voir tout à l'heure que à l'intérieur du groupe Salish, vous avez 14 nations, et dans l'une de ces nations, c'est une confédération de nations. Donc vous voyez la complexité effectivement de la reconnaissance et de la connaissance de ces peuples-là. Alors on connaît peut-être mieux les Blackfoot, les Kaal, etc. Donc vous avez les Cris. Les Cris sont très bien connus en France plutôt parce que d'abord ils sont sur une frontière anglophone et francophone, et aussi parce qu'ils ont défrayé la chronique par leur mobilisation contre l'aménagement un aménagement hydroélectrique qui visait à faire passer, à construire à mettre leur territoire sous barrage pour produire de l'électricité qui allait vers les États-Unis. Et donc, il y a eu, là, c'est la première grande négociation qui a eu lieu dans les années 1976, s'appelle la Convention de la baie James, dans laquelle il y a eu convention, donc c'est une négociation tripartite avec les États-Unis, le Canada et le gouvernement CRI, pour obtenir finalement qu'il y ait des respects sur les territoires, compensation par le Canada des territoires dépossédés et partage des bénéfices sur l'exploitation des ressources naturelles. Donc l'histoire est extrêmement lourde au Canada, et elle concerne aussi évidemment le Québec. Donc au Québec, vous avez des familles qui s'appellent donc les Abénakis, les Algonquins, les Atikamekw, les Cris, les Hurons-Wendat, les Inuits, les Malécites, les Micmacs, les Mohawks et les Naskapi. Ça, c'est les noms qui sont encore acceptés. Mais aujourd'hui encore, on est en train de changer. On ne dit plus Mohawk, on ne dit plus Wendat. Ils récupèrent leur propre ethnonyme. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a eu une loi de 1876 qui a été forgée au Canada et qui est toujours valide jusqu'à présent, avec des amendements, mais c'est toujours valide. Alors on ne dit plus la loi sur les sauvages, on dit la loi sur les Indiens, mais voilà, qui les mettait sous la protection de l'État. Et c'est pour cette raison-là que les peuples autochtones du Canada relèvent du fédéral plutôt que du provincial. Je n'entre pas trop dans les détails non plus, mais c'est important à voir parce qu'il y a, disons, des niveaux de protection différents selon que l'on est au niveau fédéral ou au niveau provincial. Par cette loi, il y avait notamment un certain nombre d'interdits. Les interdits de Sundance, l'interdit du potlatch, l'interdit du pohao, toutes ces manifestations cérémonielles, rituelles, qui étaient importantes pour célébrer non seulement la vitalité culturelle d'un peuple, mais aussi la nature des échanges qui les liaient à d'autres peuples. Donc ils se fréquentaient, il y avait toutes des sortes d'échanges qui se passaient. Tout ça était considéré par la loi sur les sauvages comme des espèces de pratiques très très barbares. Donc absolument pas accepté. Et puis il y a eu ce qu'on appelle maintenant le génocide culturel, qui passe par notamment le mécanisme des pensionnats qui se sont développés entre 1820 et 60. 20 c'est le début de la loi, 70 c'est l'efficacité des pensionnats qui sont mis en place jusqu'en 1996. Et il y a eu énormément d'enfants qui sont passés dans ces pensionnats. Les services sociaux allaient dans les familles, les prenaient, ne disaient pas aux parents ce qu'ils en faisaient. Ils prenaient des gamins de 3 ans, 4 ans, 5 ans, les emmenaient, les déplaçaient de plusieurs milliers de kilomètres, les mettaient dans des pensionnats avec des langues mélangées, ils séparaient les fratries pour leur faire perdre le sentiment d'appartenance à leur propre culture. C'est la politique qui était pratiquée également aux États-Unis avec ce qu'on appelle les pensionnats Carlyle, qui reposaient sur une idée simple, tuer l'Indien pour éduquer l'homme.
Donc c'était vraiment, il fallait tuer l'Indien dans l'homme ou dans l'enfant pour pouvoir en faire des civilisés. Donc il leur coupait les cheveux, il leur interdisait tous les vêtements traditionnels. Et puis maintenant, la situation au Canada, dans les deux parties anglophones et francophones, est qu'il y a à peu près 50% des autochtones qui vivent en ville. Donc un certain nombre de ces autochtones francophones qui vivent, enfin oui, ces autochtones qui vivent en ville sont dans une relation un peu en tension avec leur propre gouvernement, qui reconnaît, parce qu'il y a un calcul de qui peut voter pour qui, pourquoi, à quel moment. Et donc les autochtones urbains sont en train de chercher effectivement une voie de reconnaissance à l'intérieur de la ville et ça crée des problématiques particulières. Alors, euh, je vous ai mis là ces deux exemples du Grand Nord, le Nunavik et le Nunavut, parce que ce sont deux provinces qui appartiennent effectivement à le Nunavik au Québec et le Nunavut est une province qui est un territoire fédéral inuit, donc qui est doté d'une autonomie beaucoup plus large. C'est comme un territoire avec son propre gouvernement, son parlement, son association. Et il y a, comme vous voyez, dans le Nunavut, 2 millions de kilomètres carrés, 35 000 habitants. On est dans le Grand Nord, on est dans l'Arctique, on a des conditions d'habitat qui sont très difficiles et vraisemblablement en train de changer à cause du changement climatique, évidemment. Et c'est d'ailleurs le changement climatique a été la raison pour laquelle les autochtones d'Arctique, donc les Inuits, on dit Aninuk des Inuits, se sont réunis à travers les différents pays de l'Arctique. Donc vous avez le Canada, vous avez l'Alaska, vous avez le Groenland, pour former ce qui s'appelle la conférence circumpolaire Inuit, qui a été forgée en 1977 pour attirer l'attention du monde entier sur les problèmes du changement climatique. On est dans le rapport Brundtland qui va arriver à ce moment-là et on va commencer à réfléchir aux problèmes de changement climatique. Donc les autochtones sont des lanceurs d'alerte sur les problématiques du changement climatique et en particulier les peuples autochtones arctiques. Et aujourd'hui, on est dans des situations où on est passé des traités numérotés pour telle et telle exploitation à des ententes modernes qui visent effectivement à faire à la fois éteindre les droits ancestraux qui sont garantis par traités et qui ont été violés, mais qui lorsqu'ils sont respectés, sont plus larges que des ententes qui portent précisément par voie contractuelle sur du partage des avantages et des bénéfices. Et il y a énormément de discussions qui se produisent autour de ces ententes et qui sont notamment liées à la mise en exploitation du Grand Nord en particulier, qui est ouvert maintenant à toutes sortes d'exploitations minières, minérales et gazières. Alors pour aller rapidement, je voudrais juste vous montrer cette carte-là qui est tout à fait intéressante, dans laquelle vous voyez la superposition de territoires autochtones qui sont très petits, vraiment tout petits. Ce que vous avez en plus grand, ce sont les territoires qui ont été privatisés. Et donc, vous avez du domaine public, vous avez du territoire privé et vous avez des territoires autochtones. Tout ceci fait qu'il y a énormément d'enjeux légaux à discuter, extraordinairement compliqués. Et le Canada a longtemps retenu l'argument du chevauchement des revendications entre une nation et une autre pour dire on ne va pas pouvoir traiter ça, on ne va pas faire passer une frontière, etc. Et pour dire il n'y a rien à voir, finalement, on va garder la maîtrise de ces territoires. Les autochtones ont répliqué avec des cartes de ce type-là en montrant qu'ils étaient très au courant de l'occupation de ces territoires par plusieurs nations, qu'ils avaient des accords entre nations indiennes pour occuper les territoires, on utilisait les ressources et ils ont donné donc tous les noms dans les différentes langues. Et ça, c'est la carte représentée par les nations du groupe du traité Ulkminum, qui donc propose cette cartographie alternative pour pouvoir appuyer ses argumentations après avoir fait une démarche devant la Commission des droits de l'homme, interaméricaine des droits de l'homme. Alors, je vais laisser là le Canada, j'espère que vous arrivez à tenir le coup, pour vous amener aux États-Unis, où vous voyez le territoire américain et en couleur, vous avez les terres amérindiennes.
Donc, vous voyez, extrêmement fractionné, extrêmement séparé, qui montre effectivement l'état d'occupation finalement et de spoliation territoriale. Il y a un chiffre qui court pour l'ensemble des États-Unis, du continent américain, de ce que les autochtones aujourd'hui, dans leur globalité, ne détiennent plus que 5% du territoire qu'ils occupaient avant la colonisation, quelle que soit la date de la colonisation, qu'elle soit anglophone, francophone, hispanophone ou portugaise. 5% des territoires. Et quand vous avez des territoires reconnus, et là je vous donne un close-up sur un territoire en particulier qui est le territoire des Nez-Percés, et c'est leur nom en anglais, hein, Nez-Percés, qui sont dans l'Idaho, en frontière avec le Wisconsin, où vous voyez en grand le territoire historique, le territoire ancestral, le territoire réclamé finalement, ce territoire en pointillé, le plus grand. Après, vous avez eu un territoire qui a été en vert non pointillé, c'est le territoire qui a été reconnu par traité en 1855, qui a été violé. Puis vous avez la petite circonscription verte, qui est le territoire actuellement reconnu, à l'intérieur duquel il y a des propriétaires privés qui ne sont pas autochtones et qui donc viennent diviser finalement les enjeux de gouvernementalité à l'intérieur de ces territoires. Donc ça fait des situations inextricables, hein. C'est extrêmement compliqué, mais c'est pour ça que les autochtones sont là pour pouvoir dire il se passe ça, et on peut plus partager le même petit lopin de terre. Il y a eu 3 générations depuis que le lopin de terre a été attribué, ça ne nous permet pas de vivre, il nous faut étendre le territoire, etc. Donc c'est ça un peu les problèmes. Donc voilà, aujourd'hui, donc la situation en 2012, c'était qu'il y avait 3500 nez percés sur 627 km² de terre tribale. Et puis là, je vous donne les derniers états d'une mobilisation qui a défrayé la chronique, qui était le pipeline Dakota, qui va du nord, du nord-ouest du nord-ouest au sud-est, et qui a défrayé la chronique. Il y a eu beaucoup de mobilisations, notamment à Standing Rocks, beaucoup de fédérations indiennes qui se sont réunies parce qu'ils considèrent que ce territoire, que le pipeline devait passer en dehors du territoire amérindien. Les non-amérindiens ont dit non, on veut pas de ce pipeline chez nous parce que ça va polluer les nappes phréatiques, etc. Donc ils ont fait passer le pipeline sur les territoires amérindiens, qui ont dit non pour la même raison, c'est-à-dire la question de la qualité de l'environnement, la qualité de l'eau, la qualité des airs, parce qu'on sait que c'est très très long. Pipeline, comme vous voyez, c'est 1800 et quelques kilomètres de pipeline. Voilà, toutes les jonctions sont des sources de perte et de fuite, et donc de contamination des nappes phréatiques. Donc c'est un enjeu. Donc Obama avait fini par suspendre le pipeline. Ça a été la première décision de Trump, ça a été remettre le pipeline en activité. Et puis là, c'est des batailles légales qui ont cours et qui ne sont pas terminées. Alors, pour le Nord-Amérique, vous allez voir qu'il y a des caractéristiques communes, hein, qui sont à la fois que ce sont des colonialismes de peuplement. Pour l'Amérique latine, l'Amérique latine, c'est pas une colonisation de peuplement. Le Canada et les États-Unis, c'est colonisation de peuplement, et qui vont, à un moment donné, amener à un traitement tout à fait inégal pour contrôler les Indiens dans un cadre très particulier, et dont je vais à un moment donné mentionner les termes rapidement. C'est des politiques de gouvernance des Indiens, parce qu'on appelle des politiques assimilationnistes. Donc une école qui va les ramener tous à un standard des enfants canadiens ou nord-américains, nord-états-uniens. Et donc, si on prend le cas du Canada, vous avez 150 000 enfants qui sont passés dans les pensionnats. Il y a eu énormément de morts par famine. Ils devaient produire leur propre nourriture. Donc, morts par famine, morts par désespoir.
il y a eu beaucoup de suicides, et puis il y a eu énormément d'abus sexuels. Et donc, ça a donné lieu à une commission royale, à une enquête, et finalement, c'est arrivé à des excuses prononcées par l'Église. Et peut-être que vous êtes au courant, enfin, en 2018, on a retrouvé un charnier avec on appelle ça le Kamloops, c'était le territoire de ces Indiens Kamloops, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. Et ils ont retrouvé donc un charnier, et parce on sait qu'il y a eu 6000 morts, on a les noms de 2800, et il reste encore tous ces enfants à identifier, à retrouver, pour pouvoir leur donner une sépulture digne. Hein. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve ailleurs. Donc, les Canada comme États-Unis sont membres de l'OEA, mais ne sont pas membres de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, ni de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc, ils ne sont pas redevables de leurs violations devant ces cours-là. Et puis, ils ont d'abord été opposés à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones sur le motif de la question du consentement. L'autodétermination, d'une part, était un problème, mais aussi la consultation pour tous les projets qui allaient affecter les territoires indiens, il fallait obtenir le consentement. Et les États-Unis, comme le Canada, disaient ils vont tous nous bloquer, on ne pourra plus rien faire, donc on ne veut pas. Donc finalement, ça a été adopté en 2007 sans leur accord. Et puis en 2010, 2010 et 2012, ils sont revenus sur ce désaccord, ils ont endossé la déclaration, et donc ils vont maintenant dans cette voie de la négociation. Et puis il y a eu donc pas mal de réformes que je vais pas détailler. Et puis vous avez des organisations autochtones qui sont très fortes et aussi qui sont très juridiques. Elles sont très judiciarisées. Il y a beaucoup d'avocats qui travaillent. On est dans le monde américain avec ce monde des avocats. Alors, on va passer dans les Amériques. Je pense que le temps passe très vite aussi, je vois ça. Alors, l'Amérique latine, Caraïbes, il y a donc différents héritages coloniaux. C'est important de voir qu'on est dans un continent qui a été colonisé par 3 puissances, 4 puissances, même 5 puissances coloniales. Vous avez l'Espagne, le Portugal, la France, les Pays-Bas et les Royaumes-Unis, qui ont tous laissé des héritages coloniaux distincts sur les différents pays. Donc, l'ensemble, disons, du bloc Sud-Amérique est considéré comme plutôt ami des autochtones, notamment aussi parce que la densité démographique est bien plus supérieure à celle qui est présente dans l'Amérique du Nord et Canada et États-Unis. Je ne vais pas vous abrutir, mais vous allez voir là, j'ai donné tous les noms des peuples. Vous avez donc, par exemple, au Mexique, vous avez 68 peuples autochtones qui sont reconnus par leur langue. Donc ça pose des soucis de reconnaissance, qui parlent la langue, qui ne parlent pas la langue, etc. Mais enfin, vous avez quand même 21% de la population qui est autochtone. Donc ça fait un poids pour penser à ces autochtones-là. Et vous avez tous ces noms-là que j'ai indiqués, les Tarahumara, les Huicholes, qui maintenant s'appellent Wixárika, les Massawes, les Otomi, enfin bon, il y en a 68 comme cela, et qui sont très actifs et qui commencent aujourd'hui à obtenir des formes d'autonomie locale, avec gouvernance locale, justice propre, et donc on a des avancées dans ces domaines-là qu'on n'a pas dans d'autres pays. Le Guatemala, 6 millions de personnes, 60% de la population autochtone, donc vous voyez, c'est une densité importante, principalement Maya, mais dans la famille Maya, vous avez 24 groupes. Donc, ce sont des nuances importantes. C'est comme si on prenait la famille latine et que l'on faisait les distinctions avec les Portugais, les Espagnols, les Catalans, les Français, etc., dont la langue est tirée de la famille latine. Le Belize, 18% de la population, encore là aussi Maya et Garifuna. Les Garifuna, c'est le mélange ce sont des métis qui sont à la fois nés de métissage indien et afro-descendant. Donc vous avez le plus petit, finalement, ça sera au Costa Rica, 1,7% de la population est autochtone. Et voilà, vous avez ces différents pays avec leurs pourcentages et surtout des différenciations avec ce que j'ai mentionné, par exemple, pour le Nicaragua, 7 peuples autochtones et 2 communautés ethniques. Donc les peuples autochtones, ce sont par exemple les Chorotega, Cacaropera, Matagualpa, etc. Et les communautés ethniques, ça va être les Afro-Caribéens et Garifuna. Donc les Ramarioles et les Garifuna. Et puis vous avez au Panama 7 peuples autochtones, et parmi ces 7 peuples-là, vous avez ceux qui sont marqués Kuna ici, qui s'appellent Guna maintenant, et parmi les Guna, qui vivent sur un ensemble d'îles du Panama, c'est absolument paradisiaque leur territoire, ils ont 44 autonomies.
Donc c'est important pour la compréhension de la gouvernance. En Amazonie, donc là je vous ai mis une photo de chez les Maïrouna. Les Guyanas, donc vous avez 5% de la population. Le Suriname, c'est 8% de la population. La Guyane française, c'est très peu, 5% de la population, mais on a un problème, on n'a pas de statistiques ethniques en France. Donc le comptage des populations amérindiennes, il y a 6 peuples amérindiens qui sont les Wayana, les Lokoto, les Wayampi, les Kalinia, les Noirs marrons, et donc les Tekos et les Palikours sont des Amérindiens de Guyane française qui sont comptés par eux-mêmes. Et il existe un seul, donc la France ne reconnaît pas les territoires autochtones amérindiens et elle leur reconnaît simplement des zones de droit d'usage. Donc la terre est domaniale, appartient à l'État et c'est un cas d'application de ce qu'on appelle la terre nullus, la terre vacante et sans maître. Arrivent les colonisateurs, approprient le territoire et les populations qui sont là, eh bien, ils négocient leur situation. Jusqu'à aujourd'hui, les Amérindiens de Guyane française revendiquent leur mot à dire sur la montagne d'or, sur les exploitations, sur l'installation d'une centrale hydroélectrique, et ils ne sont pas l'objet de consultations propres. Et donc, du coup, il y a un grand souci pour les Amérindiens de Guyane française, c'est que la majorité créole, 250 000 personnes, minorité amérindienne, 10 000 personnes. Le poids démographique, le poids politique est tout à fait différencié. Alors, là encore, je ne vous donne pas tout, mais vous voyez le nombre de peuples. Hein. En Colombie, ce sont 107 peuples, dont 34 sont en voie d'extinction. Hein. C'est la Cour suprême qui a décrété des dispositions spéciales qu'il fallait adopter pour ces peuples en voie d'extinction. Le Venezuela aussi, énormément de noms de peuples différents. L'Équateur, c'est intéressant, comme la Bolivie, sont en train de bouger avec des constituantes passées en 2008 par lesquelles il y a eu participation des Amérindiens à la constituante et donc reconnaissance des droits amérindiens et aussi des droits de la nature. Et la Bolivie comme l'Équateur constituent ce qu'on appelle un État plurinational. Dans l'esprit français, c'est très compliqué de penser ce que c'est un État plurinational, mais ça se met en œuvre avec des reconnaissances de territoires autochtones. Bon, après le Brésil, je vais revenir un petit peu dessus. Le Paraguay, l'Argentine, c'est aussi très important. Ce qui est important aussi à considérer, c'est que dans tous les pays d'Amérique latine, il y a eu des réformes constitutionnelles. Donc, sauf la France, hein. Mais donc des réformes constitutionnelles entre 1988 et 2009 qui ont constitué en reconnaissance des peuples originaires, des peuples qui étaient là avant la constitution de l'État moderne, de l'État donc national. Et ça, c'est un point très important parce que ça leur reconnaît des droits préexistants à l'État. Et ça leur donne des voies de souplesse pour reconnaître leurs particularités, leurs spécificités et leur droit à gouverner sur un territoire. Bon, je ne vais pas détailler, mais là, vous avez, schématiquement, vous voyez encore comme dans le cas de la carte nord-américaine, enfin, états-unienne, vous avez un territoire en beige clair, hein, qui est le territoire revendiqué par les Mapuches. Et puis, vous avez en rouge ce qu'on appelle les títulos de Merced, qui sont des espèces de réserves, comme il existe aussi au Canada ou en Colombie, des territoires qui sont réservés, qui, à un moment donné, ont été... Allez, on va concentrer, on va donner des droits à ces autochtones qui nous ennuient, en fait, qui sont des guerriers, qui sont problématiques, de manière à libérer les terres pour la colonisation. Et donc, on leur donne ces réserves-là, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent dedans. Mais les territoires de réserve de Merced et de réserve n'ont pas été respectés. Ça, c'est le cas de traités qui ont été passés avec la couronne espagnole et avec la République chilienne, violation de traités. Et pour finir, vous avez ces espèces de territoires qui sont revendiqués. Et aujourd'hui, le Chili est en train de réformer sa constitution, accepte que les peuples autochtones participent de la discussion sur la Constitution et la question territoriale va être au centre de cette discussion parce que c'est évidemment une base pour asseoir à la fois la gouvernementalité et reconnaître aussi les institutions propres. Les Mapuches, par exemple, qui sont très majoritaires comme peuple autochtone du Chili, ont des institutions propres, spirituelles, pour la gouvernance du territoire, pour l'éducation des enfants. Et tout ceci a été fortement
affectés par la colonisation qui les a vraiment comment dire, marginalisés et qui jusqu'à présent, un petit peu moins ces derniers temps qu'il y a eu un changement électoral de présidence, mais jusqu'à présent, le mouvement social mapuche, le mouvement social autochtone, a été l'objet de criminalisation. Donc on prenait un leader, on le mettait en tôle, et puis ça faisait des grèves de la faim pour arriver à s'en sortir. Et beaucoup de leaders se sont retrouvés effectivement à voir comment ça s'appelle, la loi antiterroriste qui leur était appliquée. Et donc c'était des tribunaux militaires qui les jugeaient et pas des tribunaux ordinaires. Donc ça posait énormément de soucis. Je vais passer aussi très vite parce que malheureusement le temps passe trop vite. Vous voyez là aussi ces taches grises, ces taches noires. On est au Pérou, on est dans cette région, disons, des Andes et de l'Amazonie. Vous avez le Pérou dans son ensemble. Et vous avez là, dans cette carte-là qui se situe au nord ouest du Pérou, vous voyez les enjeux un peu territoriaux, parce qu'en gris foncé, ce sont les territoires qui ont été reconnus, en gris pâle, ce sont les territoires qui sont revendiqués, et vous voyez que c'est très problématique. Et une partie des problèmes est résolue par le gouvernement en termes de déclaration d'aires protégées, aires naturelles protégées, conservation de la nature, qui pose un certain nombre de problèmes parce que la légalité des terres de protection pour la conservation de la nature est partiellement incompatible avec les droits des peuples autochtones de pouvoir chasser, pour pouvoir tirer leur subsistance de ce territoire-là. Donc il y a des enjeux là de superposition de légalité, là encore, qui sont tout à fait problématiques. Et là, vous avez un autre exemple de superposition de légalité où vous avez des territoires autochtones et le dessin en noir, ce sont des blocs pétroliers. La totalité du territoire péruvien a été comme ça divisée en blocs pétroliers. Et ces blocs pétroliers font l'objet d'adjudications internationales et les autochtones n'ont strictement rien à dire. Donc il y a des pétroliers qui arrivent, Chevron, Exxon, Texaco, voilà, Total, toutes sortes de compagnies qui viennent faire des explorations puis de l'exploitation. Et évidemment, ça pose plein de soucis en termes de pollution des eaux, de violence sur les personnes environnant l'exploitation, violence sur les femmes, beaucoup de problèmes de ce genre-là, et transformation radicale des modes de vie. En plus que, voilà, dès qu'il y a une exploitation forestière en forêt, la faune disparaît très très vite parce que l'écosystème amazonien ne supporte pas un certain nombre de pression simplement, et donc ils s'en vont d'abord et ensuite ils disparaissent, les animaux et les gens qui ont des relations particulières avec ces animaux aussi. Donc j'ai pris là le cas du Brésil très rapidement pour montrer effectivement qu'on a une situation très importante dans l'ensemble du Brésil qui représente quand même 8 millions de kilomètres carrés. Vous avez 1 million de terres autochtones, un peu plus d'1 million, donc c'est assez important. Et ça correspond à 847 domaines qui sont 13% du territoire brésilien. C'est relativement important, mais c'est concentré largement. 50% des autochtones sont concentrés en Amazonie. Et il y a tout un processus de reconnaissance, de démarcation et de reconnaissance de ces identités. Je vous ai mis derrière la photo de 2 personnes Tupinamba, et je vous donne juste un tout petit exemple à propos des Tupinamba. Les Tupinamba, c'est le premier peuple que les Portugais ont rencontré en 1515. 15 ans après leur arrivée, déjà, ils étaient réduits à pratiquement plus rien. Les jésuites se sont arrivés, ils ont été dépossédés des territoires. Les Tupinamba ont disparu de l'histoire jusqu'en 2002. En 2002, ils recommencent à émerger dans l'histoire officielle, si vous voulez, avec reconnaissance des territoires, reprise de ces domaines sur lesquels ils essayent de reconstruire des modes d'existence propres. Et c'est tout à fait passionnant ce qui se passe là.
au Brésil, vous avez une distinction avec ce qu'on appelle les territoires autochtones, qui donc font l'objet de démarcation. Pour arriver à obtenir ces territoires autochtones, il faut des longues enquêtes, il faut un processus où les anthropologues vont venir confirmer l'existence de ces peuples-là, dans cette région-là, à telle époque. Donc les anthropologues sont tout à fait sollicités comme garants d'une certaine manière de la véracité des dires autochtones. Ce qui pose aussi problème, parce qu'effectivement, la manière dont ont été collectées les données sont parfois en discussion, etc. Mais c'est quand même très important, et le Brésil le reconnaît, comme donc les anthropologues font partie, disons, de ces experts légaux consultés par les tribunaux. Il y a donc des réserves qui sont établies, hein, qui sont donc des modalités de restitution de territoires qui ont été repris par des tiers, que ce soit des privés ou des grands hacendados. On parle de propriétés de plus de 1000 km², enfin des choses comme ça, hein, des propriétés foncières en Amazonie, c'est des énormes propriétés. Après, vous avez les terres domaniales, donc ça, c'est les terres qui appartiennent à l'État et qui sont distribuées, disons, à certaines communautés autochtones. Et puis, vous avez des zones interdites. Et ça, c'est important. Ce sont ce qu'on appelle des zones qui sont réservées pour les peuples en isolement volontaire. Et il y a 107 peuples qui sont en isolement volontaire, une centaine de peuples aujourd'hui, pas 107, 104, au Brésil. Et ce qu'on appelle les peuples en isolement volontaire, ce sont des peuples qui n'ont pas eu de contact ou ils peuvent émaner d'un groupe qui a été en contact, et ils sont quittés ce groupe en contact pour aller plus loin dans la forêt, et ils ne veulent pas avoir de contact avec les Blancs, avec le bétail, avec les avions, etc., etc. Et aujourd'hui, je vous ai mis donc la représentation en haut de la carte du territoire Yanomami. Donc vous voyez, ce sont des territoires très denses et très importants qui, disons, aujourd'hui est envahi par 40 000 garimperos, c'est-à-dire des chercheurs d'or qui polluent les rivières avec du mercure, avec là aussi leurs pratiques. Alors les chercheurs d'or, ils ne roulent pas sur l'or du tout, ce sont des pauvres personnes qui arrivent du nord-est, qui cherchent à vivre et qui sont dans des situations, disons, contaminent, amènent des maladies. Et ça, c'était un des grands problèmes. Fora Garimpo, c'est pour que ce soit bien visible, qu'ils n'ont pas le droit de rentrer. Malheureusement, ils rentrent puisque Bolsonaro a ouvert la porte et baisser toutes les protections territoriales acquises jusqu'à présent. Donc vous avez énormément de revendications, donc beaucoup d'organisations. Et là, je vous ai mis des photos de Rio +20, où vous avez à la fois les Amérindiens andins qui sont là pour expliciter pourquoi ils veulent des droits et pourquoi et là, ça tient aussi à une particularité du Pérou. Au Pérou, vous avez une distinction des autochtones entre les communautés paysannes, qui sont les andines, et les communautés dites natives, comunidades nativas, qui sont dans les basses terres. Les sociétés andines sont des sociétés qui sont plus structurées, plus hiérarchisées, plus structurées du point de vue politique, avec de l'expérience de syndicats agraires. Et puis les communautés natives sont nativas, c'est autochtones, des basses terres, sont des communautés plus horizontales, avec pas beaucoup de chefs, pas beaucoup d'autorité, beaucoup de processus comme ça de fission. Alors, là encore, ce qui est important à retenir, si vous voulez, c'est qu'il y a en Amérique latine des changements constitutionnels qui ont reconnu l'existence des Indiens. Il y a eu aussi la ratification de la Convention 169 sur les peuples autochtones et tribaux. Ça, c'est très important aussi parce que ça donne des moyens de discussion et c'est applicable. Et ça oblige, par exemple, aujourd'hui, les peuples, les États et les entreprises à consulter les autochtones lorsqu'il y a un barrage, une minière, une hydroélectrique, un projet de colonisation forestière ou autre chose. Ils sont obligés de consulter les autochtones qui doivent donner leur consentement. Ça donne énormément de difficultés, c'est tout à fait problématique. Parfois, on donne des dossiers de 5000 pages en chinois aux autochtones avec mission de répondre dans les 15 jours s'ils sont d'accord ou pas sur les impacts environnementaux, par exemple, de l'exploitation en question. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont de cet ordre-là, sur lesquelles on travaille. On pourra revenir, si vous voulez, dans la discussion. Tous les pays latino-américains ont soutenu la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a dans cette région-là un multiculturalisme qui est dédié aux autochtones, contrairement au multiculturalisme nord-américain et canadien qui est tourné vers les immigrations libanaises, chinoises, coréennes, indiennes, etc. Donc le multiculturalisme nord-américain, enfin anglophone, nord-américain, canadien, australien, est un multiculturalisme tourné vers ces émigrations de peuplement.
alors qu'en Amérique latine, c'est une autre modalité qui amène à des politiques multiculturelles, interculturelles dans l'éducation, dans la santé, pour prendre en considération les savoirs autochtones, les savoirs propres autochtones, etc. Donc c'est très compliqué, bien sûr, mais ça fait des avancées. Et puis justement parce qu'il y a eu tout un ensemble, disons, de contestations dans l'université, dans les mouvements de soutien du colonialisme. Donc on parle beaucoup en Amérique latine de décolonisation, la colonialité du pouvoir. Toutes ces questions-là sont l'objet de discussions qui amènent finalement, qui ont eu pour effet d'amener les autochtones dans les universités, d'avoir par exemple des créations d'universités amérindiennes. Hein, aux États-Unis, vous en avez au Mexique, vous en avez en Colombie, dans lesquelles vraiment les curriculums, les cursus, les modes de transmission sont, disons, à l'écoute de ce que les Amérindiens, les autochtones souhaitent. Des aînés détenteurs de savoir viennent enseigner aussi aux jeunes. Voyez, donc il y a des tas de transformations dont on n'a pas la moindre idée en France de comment ça se passe et de l'avantage que ça représente. Je m'achemine vers la fin et donc je voudrais juste vous montrer qu'il y a une grande quantité finalement de cadres de droit qui s'appliquent aux autochtones et dans lesquels aussi les autochtones cherchent à pénétrer. Donc, par exemple, ils n'étaient pas partie prenante au départ de toutes ces discussions sur le développement durable. Maintenant, ils en font partie. Depuis la Déclaration des Nations Unies, donc adoptée en 2007, il y a un leitmotiv qui revient sous la forme d'un slogan: plus jamais rien sur nous sans nous. Et donc, ils essayent effectivement, dès lors qu'il y a quelque chose qui concerne la planète, alors ça concerne aussi les autochtones, puisque vous avez vu qu'ils sont représentés dans tous les différents continents. Donc, ils rentrent de cette façon-là dans la gouvernance mondiale. Et aujourd'hui, il y a une très grande importance qui est donnée aux savoirs autochtones, avec une grande discussion sur les savoirs autochtones, les savoirs scientifiques, comment on peut s'en servir pour le développement, pour le protéger, pour lutter contre le changement climatique, etc. C'est tout un corpus de discussion extrêmement important, mais c'est tout à fait important aussi de voir que, notamment dans la question des savoirs autochtones, il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle de vols, d'appropriation culturelle, voilà, par exemple, les dessins des couvertures Navarro qui ont été repris par un designer styliste de la mode, des musiques, des artefacts culturels propres à tel peuple, etc., qui sont passés dans la machine consumériste internationale, si vous voulez, sans qu'ils ne reçoivent rien du tout comme royalties, comme reconnaissance, ni même comme nomination. Donc tout ceci est en train d'être discuté à l'OMPI, Organisation mondiale sur la propriété intellectuelle, à travers un groupe de travail dans lequel les autochtones sont partie prenante pour rédiger un nouveau traité sur les questions de propriété intellectuelle, sachant que la propriété intellectuelle en France, comme dans le monde en général, elle est plutôt basée sur la propriété industrielle, sur le brevetage, sur le patentage. Hein. La notion de l'innovation est posée. Et donc, ça fait aussi, là encore, tout un corpus de discussions que je vous épargne pour l'instant. Et donc, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que les autochtones maintenant, enfin, en tout cas moi qui travaille sur au niveau mondial, on voit qu'ils participent de différents processus, nombreux de différents programmes qui sont en dialogue avec les 42 agences de la famille des Nations Unies, qui sont aussi en discussion avec la Banque mondiale, etc. Qu'il y a tout un effort qui a été fait par les Nations Unies pour former les leaders autochtones, pour former les jeunes, pour qu'ils puissent être plus proactifs dans la défense de leurs droits. Et il y a un travail très précis qui a été réalisé à travers la constitution de différents réseaux vis-à-vis des femmes autochtones, vis-à-vis des jeunes autochtones et aussi vis-à-vis des handicapés autochtones. Parce que pendant très longtemps, les handicapés autochtones, ils étaient sous le radar, on ne savait pas du tout s'en occuper particulièrement. Et de la même manière que la question des handicapés est apparue dans la gouvernance et la politique, disons, française, par exemple, eh bien, ça apparaît là dans la politique de chacun des États. Voilà. Et donc, je vais vous dire merci. Et puis, je vous remercie donc avec le caucus des femmes autochtones qui est là en train de prendre la parole. Elles annoncent là, elles prennent une déclaration. On est dans cette instance permanente sur la question autochtone. Une femme prononce les choses et c'est tout le groupe des femmes qui va l'appuyer derrière. C'est pour dire que c'est pas une voix propre, mais c'est une voix collective qui va s'exprimer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.
Donc là, on va avoir un petit